Nous sommes vraiment, heureux, de vous accueillir du coup, Graines et IREPS. On y reviendra pour ce quatrième webinaire du cycle intitulé «Santé psychique et environnement des liens multiples». Ce webinaire, vise, à vous apporter, des connaissances pour accompagner vos publics ou développer, des projets en lien avec, ces thèmes de santé, environnement et là plus particulièrement, santé, psychique. Pour mémoire, eh bien, nous sommes, au quatrième webinaire, donc nous avons déjà abordé, 3 thèmes. La question lors du premier webinaire de l'éco-anxiété, et de la solastalgie avec, des définitions, des éléments, voilà, pour comprendre les enjeux autour de ces thèmes. Le deuxième webinaire, eh bien là, nous étions sur les bienfaits, de la nature sur la santé psychique. Et puis, le dernier webinaire, en date, au mois d'octobre, nous étions sur le bien-être des acteurs de l'éducation et de la défense, de l'environnement, bien-être, du coup, psychique, et voilà, les liens avec la santé mentale, a été abordé, sur ce dernier webinaire. Et puis donc aujourd'hui, comme, vous le savez, on vous l'a rappelé en introduction, nous allons nous interroger sur, eh bien, l'impact de l'environnement urbain sur, la santé psychique. Quels sont, aussi les aménagements qui peuvent être favorables ou défavorables aussi à notre, bien-être. Donc nous allons nous interroger autour de tout cela avec, nos 2 intervenants et on y reviendra, tout à l'heure et Julie vous les présentera, dans quelques minutes. Bonjour à celles et ceux qui viennent juste d'arriver. Je vous présente Maëva Bigot, qui est psychologue sociale, cofondatrice de Psycholab et membre de la Fabrique des transitions de Lyon et ses régions. Bienvenue Maëva, qui prendra la parole. Merci Julie. Bonjour à tous, Après. bonjour à toutes. Et Étienne Régent, architecte et membre également de la Fabrique des transitions de Lyon et ses régions. Merci Étienne. Merci Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à tous les deux d'être là avec nous et je vous laisse la parole du coup pour votre intervention à deux voix. Oui, alors, merci beaucoup, Julie, merci à toute l'équipe, de l'organisation. Donc voilà, moi je suis psychologue, sociale et cofondatrice, de Psycholab et dans mon travail, j'œuvre pour un monde où, les villes sont justement des milieux d'épanouissement et de restauration, des écosystèmes. Nous, on travaille sur, des sujets, d'évolution et d'adaptation, des modes de vie, notamment au travers de projets, d'urbanisme, favorables à la santé, et à l'environnement et on pourra peut-être, y revenir, dans les échanges, après et je suis contente d'être là aujourd'hui avec, Étienne, pour ce double regard, psychologie et architecte, urbaniste. Je vais partager mon écran et je vais te laisser te présenter si tu veux Oui, ajouter des choses. simplement, oui, effectivement, pour préciser que, donc là, j'interviens en tant qu'architecte urbaniste. Je suis très heureux de cette rencontre, de cet échange avec Maëva et les débats et les discussions, les échanges qu'on pourra avoir ensemble parce que, effectivement, ça fait 20 ans, 25 ans que je pratique l'urbanisme, soit opérationnel, soit stratégique dans le cadre de renouvellement urbain, dans les politiques de la ville. En tant qu'architecte, j'ai pu travailler sur du logement, des équipements publics, des aménagements, de manière assez variée, toujours dans le sentiment d'avoir, enfin voilà, avec le sentiment d'une mission de créer un contexte et des conditions d'une vie sociale meilleure, donc de bien-être, et donc avec toujours ce souci-là, et avec je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis, à travers mon implication dans la Fabrique des transitions, mais d'autres implications associatives et sociales ou culturelles, je cherche vraiment à reconsidérer ma pratique ou notre pratique d'architecte urbaniste et de reconsidérer les liens, les interactions, les coopérations qu'on peut mettre en place pour être plus près du but. Voilà, donc pour moi, j'ai l'impression d'avoir toujours travaillé la question de la santé, mais en creux et souvent pas assez souvent, voilà, dans une vraie conscience avec des vrais paramètres et puis des vraies interactions avec des professionnels. Voilà. Très heureux de mettre en place cet échange, cet atelier ensemble. Oui.
Merci et c'est vrai que, moi, au tout départ, à Psycolab, on a beaucoup travaillé, dans les villes, mais plutôt au niveau des environnements de transport et donc là, de plus en plus, on travaille, donc qui ont quand même un impact assez fort sur notre qualité de vie et notre, santé, psychique. Donc je trouve ça rigolo, ce petit, mind the gap, pour introduire, la session où ce qu'il y a un peu derrière aussi, c'est souvent de se dire que, finalement, on met beaucoup d'informations parfois pour, influencer, les gens, pour eux-mêmes, pour leur bien, bien sûr. Mais que souvent, en fait, c'est vraiment la façon dont l'environnement est structuré qui va avoir, un impact, direct, et voire même immédiat, sur nos comportements, nos états d'esprit et notre, santé psychique. Alors, du coup, on voudrait lancer un petit nu un petite ques on voudrait vous poser une petite question en introduction. Donc du coup, on aimerait savoir où vous habitez, parce que c'est quand même un peu aussi le sujet aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en ville, à la campagne? Vous pouvez donner le nom du village ou de la ville, où vous êtes et vous nous dites, où vous habitez et puis on vous invite à fermer les yeux et puis à penser à là où vous habitez, à des endroits, à des scènes, à des moments et d'écrire un petit peu les mots, qui vous viennent, spontanément, à l'esprit quand vous pensez à votre, lieu où vous habitez. Lyon, Villeurbanne, Saint-Martin-d'Hères, Vals-les-Bains, la campagne, la ville, Précis. Merlieu et Fouquerolle. Ça, on découvre des noms et donc qu'est-ce qu'on a comme mots qui arrivent? Vigne, arbre, pierre. OK. Tranquillité, nouveauté, proche de la ville. Vieille ville, vieille pierre. Clocher, proche des Baous. Je ne sais pas ce que c'est. Nature, forêt, voisin, lumière, contraste. Fleuve, pierre, calme. Saint-Martin-d'Hères, immeuble, tramway, piste cyclable. Nature, proximité. OK, on voit qu'il y a pas mal la question de la nature sur plusieurs, aspects qui reviennent. Sûrement le paysage que ça dessine, autour de vous. Il y a aussi les matériaux qui sont utilisés, en tout cas quand c'est de la vieille pierre. Là, on a plutôt voiture, immeuble, bruit, monument, humain. Donc à Lyon 4, il y a sûrement un peu plus de densité effectivement qu'à Et d'autres, endroits. les Lyon 2 aussi, ville, bruit, dynamique. Paris, danse, ville, lumière, contraste, intense, rythme, ciel, scène, jardin, bruit. OK, donc on voit il y a un peu de il y a pas mal de choses qui ressortent sur la nature, mais il y a aussi pas mal de choses qui ressortent sur l'ambiance, sonore, la densité, qu'il peut y avoir, la proximité par rapport à d'autres villes et donc c'est là où effectivement on voit que, habiter, c'est pas juste se loger. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup alors si, il y a immeuble, qui revient, heu, ce qui est parfois vu, dans la façon de voir habiter comme, juste une question, du logement et j'espère que vous voyez bien toujours mon écran, je ne me rends pas bien compte et je vais laisser la parole vous pouvez continuer à écrire des mots, hein, si vous voulez, il y a pas de souci et je vais laisser la parole à Étienne. Oui, on voulait introduire notre présentation, notre proposition à partir de ce mot qui est absolument générique dans la pratique de l'architecture et de l'aménagement, qu'il soit urbain ou paysager. C'est une notion qu'on partage, je crois, avec les philosophes essentiellement, et qui est une notion assez large, mais qui rend bien compte quand même de l'expérience que c'est que de s'inscrire dans une société, un territoire, et d'évoluer. Donc voilà, donc ça regroupe souvent plusieurs catégories des sciences sociales. Donc il est assez transversal, mais c'est pour ça peut-être aussi qu'il est important aujourd'hui de reconsidérer que l'expérience, son expérience de vie, son expérience de ville, elle est liée à la possibilité d'habiter au sens large, c'est-à-dire de s'inscrire dans une histoire, une géographie, et de pouvoir interagir avec. Pas simplement, effectivement, on va le voir, c'est un des enjeux de la critique de l'urbanisme moderne, de recevoir ou de s'inscrire dans des fonctionnalités ou des services. Et donc, voilà, une petite citation de Gaël Faye qui est assez significative de la manière dont on peut habiter ou pas, quelque part, un lieu. Voilà. Je n'habite
plus nulle part. Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d'un lieu, l'infractuosité de l'environnement. Ici, rien de tout ça. Je ne fais que passer, je loge, je crèche, je squatte. La cité est dortoir et fonctionnelle. Donc, c'est physiologique, c'est mental. Un autre petit témoignage qui fait sens de cette idée-là, hein, c'est qu'effectivement, dans la notion d'habiter, il y a ces interfaces entre l'expérience individuelle et le parcours individuel qu'on peut faire avec sa petite communauté, la grande communauté et puis les communautés plus larges. Donc, c'est la notion de maison qui est là, qui est tout de suite là, et avec tout ce que ça ce qu'elle transporte aussi de qualité expérientielle, de mémoire, de background culturel et de projection sociale. Dans cette notion-là, je crois qu'il y a plusieurs échelles et manières d'habiter. Donc, voilà, on est avec soi, avec sa famille, ses voisins, dans des embrayages en fait, d'échelles et d'interactions et d'ancrage qui sont essentiels effectivement à un ressenti au bien-être, au à une certaine idée aussi d'un bonheur possible voilà, dans son existence. Et donc, effectivement, l'architecture et la ville, on dit souvent que l'architecture est fille de la ville, elles sont liées à des échelles différentes, mais elles sont cette capacité à mettre en espace, en forme, un projet de vie. Voilà, elles sont, c'est un peu comme ça que je les définis, mais on est quelques-uns maintenant à pousser cette notion. Elles sont une pensée, une esthétique, au sens profond du terme, où il y a éthique aussi, une esthétique de la relation. Donc, c'est toujours un déplacement, c'est-à-dire un ancrage dans une histoire, une géographie, un background culturel qu'il faut reconnaître et une projection. Donc, c'est toujours une société, un groupe qui fait commande et qui fait projet que l'architecte ou l'urbaniste ou l'équipe ou l'ensemble des compétences qui peuvent s'inscrire va mettre en œuvre, comme on dit. Voilà. Et donc, là, à partir de cette notion, on voulait revenir finalement ce que la ville peut être pour nous. Donc, et au-delà, il faut l'entendre aussi, c'est-à-dire que la ville, au-delà de sa forme, son territoire, enfin, sa physique, qu'on peut expérimenter en s'y promenant, son décor, c'est aussi un espace mental dans lequel on se projette, dans lequel on sent que l'on se projette. Voilà, une petite citation de Christian Bobin qui nous paraissait aussi essentielle, c'est-à-dire qu'il faut aussi reconsidérer la ville non pas comme juste la forme qu'on regarde, mais le projet social qu'on développe. Donc Christian Bobin nous disait « Nous vivons dans des villes, dans des métiers, dans des familles, mais le lieu où nous vivons vraiment n'est pas celui où nous passons nos jours, mais celui où nous espérons, sans connaître ce que nous espérons, celui où nous chantons sans connaître ce qui nous fait chanter. » Voilà une expérience d'un habitant, et pour moi, ça pose la question vraiment de la possibilité quand même de mettre en récit ce qui nous fait espérer, ce qui nous fait chanter, et de pouvoir l'inscrire au programme du projet urbain, c'est-à-dire faire en sorte que ces projections, ces espoirs puissent s'exprimer et nourrir le projet de ville. Donc voilà, donc la ville, en fait, c'est un organisme technique, c'est un artefact qui est technologique, culturel, qui est établi et qui qualifie, supporte nos bien-être individuels, nos rapports sociaux, culturels, nos rapports au milieu naturel. Donc c'est vraiment un objet transactionnel, en fait, qui offre des services et qui instaure une interface. Cet animal, il y a d'autres espèces qui le font, mais on est cet animal qui effectivement a fondé son rapport au monde à travers différentes prothèses ou objets relationnels, que ce soit les vêtements, l'architecture ou la ville, et qui lui permet d'absorber et de gérer son rapport au monde et d'établir des modes de relation avec les autres êtres vivants. Donc, dans le temps, dans l'espace, donc ville et architecture expriment autant qu'elles fondent ou outillent notre rapport, tant culturel que technique, au monde. Donc, c'est une clé de notre manière d'habiter.
elles sont l'expression finalement de notre volonté, une volonté fondamentale de pouvoir exister sur Terre et dans nos sociétés. Donc, c'est par elles que nous habitons. Elles qualifient notre rapport au monde. Donc, c'est des objets essentiels. Et ce n'est pas pour rien qu'on développe aujourd'hui et qu'on voit encore que c'est la ville aujourd'hui qui domine dans les modes d'habiter. Et ça risque d'être encore le cas pour quelques décennies. Donc, elles donnent lieu. De fait, elles donnent lieu, elles supportent des échanges. Et ces échanges-là, ces modalités d'être et d'action qu'on interroge dans leur qualité. Donc le projet d'architecture, il a sa réponse formelle, mais c'est avant tout un projet de vie, une volonté qui s'inscrit à un moment donné dans un territoire donné. Et c'est là où s'engagent toutes les réflexions et on doit engager toutes les compétences pour qualifier cette volonté, la mettre en récit et qu'elle s'inscrive au mieux dans une trajectoire de projet. Juste pour rebondir rapidement là-dessus, moi, dans des projets, ça arrive que justement, par exemple, des élus ou des décideurs publics aient justement une volonté, mais ne sachent pas comment lui donner forme ou à quoi ressemble finalement soit une architecture, une situation qui va aller dans le sens de cette volonté que l'élu ou que le décideur peut avoir sur finalement la ville de demain, c'est ça, la prospérité, peut-être c'est ça, et le bonheur aussi, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la volonté, elle a du mal à être exprimée. Ce qui souvent manque, me semble-t-il, dans les démarches de projet, c'est justement sur le travail de projection, en fait, des populations, des communautés, des individus. Comment on qualifie, c'est ce que j'appelle la mise en récit du projet avant sa mise en forme. Et c'est souvent ça qui est difficile parce que c'est là où il y a une volonté qui s'exprime, qui est souvent générique et peu paramétrée. Et du coup, et en plus assez peu reconnectée aux habitants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un effet de représentation dans l'action politique et technocratique qui fait qu'on perd souvent l'accroche au projet de vie dont on parle. Alors que c'est bien ça l'essentiel. L'essentiel, finalement, au-delà de la réponse formelle, c'est de faire en sorte qu'une communauté, des habitants, des individus puissent se projeter et exprimer leur volonté, leur capacité d'action dans leur existence et sur leur territoire. Et donc, on disait que la ville, finalement, elle organise notre rapport à la nature, elle organise notre rapport à la société et notre rapport à soi. C'est finalement, on retrouve un peu des catégories des problématiques de santé. Ce qu'il faut qu'on établisse, c'est qu'effectivement, on peut considérer que c'est quand même un artefact, un objet qui nous est absolument nécessaire, même si on peut interroger sa nature, enfin sa seconde nature. Mais il faut aussi voir qu'on est en Occident, en Europe et en France en particulier, mais c'est assez générique au niveau européen et occidental. La ville instaure un rapport à la nature assez particulier, et c'est toute la crise aussi dans laquelle on est. Mais c'est un rapport d'exclusion, en fait. Je crois qu'on a créé aussi le milieu urbain pour trouver la bonne distance, voire une distance radicale avec la nature. Donc, on a produit des métabolismes urbains qui nous permettent finalement de mettre à distance cette nature. Et on a cultivé entièrement cette maîtrise par l'homme. Et on a consommé finalement ce divorce entre l'humain et le vivant dans ce processus de protection, de sécurisation, de mise à distance et de maîtrise de la nature par les techniques. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, et depuis un siècle, j'allais dire, depuis le mouvement moderne, on réinterroge cette écologie de la ville et ces effets d'exclusion.
Donc là, je vous montre deux images assez amusantes parce que pour moi, on voit la continuité historique et en même temps un autre rapport qui s'instaure. Là, vous avez à gauche la ville moyenâgeuse derrière ses remparts, qui finalement était aussi le modèle de la cité radieuse de Le Corbusier à Marseille, qui voyait créer un village vertical dans un parc, avec voilà, réactivant un rapport au vivant et à la nature plus ouvert. Donc cette ville, elle a son histoire en fait. Hein, on peut passer assez rapidement, mais effectivement, notre ville occidentale, elle s'inscrit dans une histoire aussi de notre agriculture, de notre capacité de production et d'échange, de mobilité, de toutes les fonctions qu'elle peut supporter. Et on est allé très loin et on voit aujourd'hui, avec l'âge de l'Anthropocène dont on parlera tout à l'heure, mais qu'on est arrivé très très loin à des échelles absolument démesurées, à cette dissociation entre dire, un territoire humain et un territoire vivant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, dans cette quatrième transition à l'agro-industrielle, on est au maximum de cette tendance avec des métabolismes urbains hyper optimisés dans leur fonctionnalité, mais complètement dissociés de toute forme d'expérience vivante. Donc, c'est un peu l'état des lieux aujourd'hui. Vous avez une image de Los Angeles qui est vraiment le modèle, de la ville hyper moderne, la mégapole des années 70, où là, on est dans des très grandes échelles avec des problématiques d'infrastructure absolument monstrueuses qui nous dépassent complètement. Donc, on est à un stade où la machine à habiter, qui devait être celle dont on rêvait au début du XXe siècle parce qu'elle allait nous libérer, comme le frigo et le radiateur et l'aspirateur, eh bien, nous dévore dans des effets d'échelle sans précédent et on n'est pas encore sur la descente de ces effets de concentration. Donc, le thème, c'est ville et santé psychique. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de bonheur avec Le Corbusier. Et tu as parlé aussi de formes de réponse à nos besoins avec la ville. Donc là, c'est un peu ce qu'on va explorer ensemble. On a besoin, pour pouvoir un peu jauger finalement l'existant, avoir une sorte de diagnostic partagé, disons, de regarder un petit peu plus c'est quoi nos besoins pour être bien, notre santé psychique, etc. Parce que ça va nous donner un point de référence et ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on peut ensuite renforcer, générer, atténuer dans les villes, qui va avoir un impact au niveau psychologique et social. Sans oublier bien sûr que, quoi qu'il en soit, que ce soit la ville ou même la campagne, d'ailleurs je n'ai pas dit, mais j'habite à la campagne et effectivement l'urbanisation ressemble à celle de la ville. Il y a un effet de, de similarité assez forte. C'est le même genre de place qu'à Lyon. Mais donc, voilà, qu'on soit dans une ville ou à la campagne, n'oublions pas que le monde entier est un théâtre et que nous tous, nous en sommes les acteurs. Donc, on peut se demander dans quelle scénographie, finalement, on se sent le mieux et quel choix on peut faire ensemble qui vont nous faire du bien. Alors, bon, quelques définitions pour savoir un petit peu de quoi on parle. Donc, sur les définitions de santé psychique, là, j'en ai sélectionné 2. Donc, il y a celle de l'OMS, qui parle plutôt d'un état dans lequel on serait, où l'objectif, ce serait un peu qui nous permet de nous réaliser. Il y a des questions de tension qui font partie de la vie. Et puis, la question du travail et de la communauté qui ressort. Ensuite, je vous ai mis la définition de Jean Furtos, qui est un psychiatre lyonnais. Et lui, il parle plutôt de capacité de vivre et de souffrir avec autrui. Donc, ça veut dire que notre vie est comme indissociable finalement de celle des autres, dans un environnement qui est modifiable. Il met en avant ça. Et c'est peut-être pas tant la question de la réalisation qui serait importante dans ce qu'il dit que le fait de rester en contact finalement avec soi-même et avec autrui, et avec l'idée de, quand il dit sans destructivité mais non pas sans révolte, avec l'idée que finalement il y a une question de l'agir et d'être qui peut du coup là prendre plusieurs formes, pourquoi pas le travail, mais pourquoi pas d'autres choses également. Hop, pardon.
Donc, ça, c'est une définition qui est assez générique. Moi, ce que j'aime bien généralement, c'est donner comme des grilles d'analyse, des points un petit peu qui permettent, une grille de lecture qui permet de situer aussi et d'analyser des actions assez rapidement et de pouvoir les réorienter. Donc là, je vais rapidement vous parler de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Donc, ce sont des psychologues. Hem, Elle est intéressante parce qu'elle met en lumière 3 grands besoins fondamentaux. Il peut y avoir des variantes selon les théories et cetera, mais il y a 3 grands besoins, fondamentaux, qui nous permettent donc des besoins, ça veut dire que ça va venir diriger notre action, ça va venir motiver, c'est un moteur. On va aller vers des environnements, comme ci ou comme ça, qui nous permettent de satisfaire ces besoins. Donc, un des premiers besoins, c'est le besoin de compétence. Et ce qu'il y a derrière, c'est le fait, notamment de se sentir, efficace dans les interactions, qu'on a avec les autres, mais aussi avec son environnement et de pouvoir finalement, exprimer, ses capacités, que quand je fais quelque chose, il se passe, quelque chose, aussi, derrière. Donc ça veut dire qu'on va aller plutôt peut-être vers des environnements où on se sent compétent et éviter ceux où on va se sentir plutôt incompétent. Et ça, par exemple, ça a une influence directe en participation citoyenne. Ou typiquement, selon la forme de la participation, si je me sens pas, si je reconnais pas que je connais les codes sociaux pour pouvoir interagir efficacement, eh ben, je vais pas y aller, je vais éviter d'y aller. Et donc, c'est là où il y a tout un pan, souvent dans la participation citoyenne, de personnes qui sont pas forcément représentées ou qu'on n'entend pas souvent. Le besoin d'autonomie, donc le fait de se sentir être à l'origine ou à la source de ses propres, comportements. Donc ça, c'est important parce que si on se sent très contraint par des obligations, des tâches répétitives, des transports sur lesquels on n'a pas le choix, ou des aides sociales où on doit aller régulièrement, heu, ça va avoir une incidence, directe sur notre vécu au quotidien. Et ça va aussi avoir une incidence directe, par exemple, si on n'a pas choisi vraiment l'endroit où on vit, ça a un impact direct sur le niveau d'attachement qu'on a à son quartier. Et ça a ensuite d'autres impacts sur plein d'autres comportements, que du coup les autres peuvent qualifier, d'incivilité, mais qui sont en fait souvent reliés à un non-choix et à un non et du coup à une sorte de «défaut d'attachement» entre guillemets à son territoire. Donc on va moins avoir tendance à en prendre soin, soit en termes physiques, soit dans les termes de relations. Et le coup classique à chaque fois, c'est les déchets, qui sont perçus. Du coup, c'est une trace qu'on laisse, à l'autre, heu et qui nuisent souvent, qui sont, aux relations. Heu, Justement, en parlant de relations, le sentiment, d'affiliation, heu, donc ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est la question du lien avec les autres, mais c'est aussi ça peut être vu aussi comme quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc, il faudrait creuser, mais je pense qu'il y a un lien aussi avec, des choses plus liées à la nature, derrière. Hem, donc on est des animaux, sociaux. Heu, on existe parce que les autres, ils existent, et d'avoir ce sentiment d'interdépendance, ça va venir, nous supporter, en fait, notre façon de vivre, au quotidien. Donc ça peut être autant, du coup aux autres, mais aussi au quartier où on voit bien que souvent on peut pas, c'est difficile de dissocier le physique et le social. Hem, Ça, dans les villes, par exemple, la densité de population est assez, importante. Il y a des endroits où c'est assez, contraint, en tout cas sur l'espace relatif pour, chacun. Et donc il peut arriver qu'on se retrouve à éviter le regard de l'autre, parce qu'il rentre un petit peu trop dans notre espace, intime sans que je le veuille, vraiment, même si la scène, est acceptée socialement. Et donc, bah, là, il peut y avoir un petit décalage. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce besoin d'affiliation aux autres, mais d'un autre, si on se retrouve assez fréquemment dans des environnements où, en fait, on se met à éviter le regard de l'autre, ça peut générer des tensions parce qu'il y a un décalage entre ce dont j'ai besoin et ce que la situation me permet, pour y répondre. Heu, voilà, donc ça, c'est vraiment 3 grilles de lecture et on peut voir assez facilement quand un besoin, manque ou pas dans une action. Hem, donc on s'est dit qu'on pouvait aussi peut-être parler de bonheur. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec, Le Absolument. Corbusier. Heu, c'est aussi de la santé psychique, hein, bien sûr. Mais là encore, c'est pour, se donner des indicateurs un petit peu, c'est-à-dire que ça, si vous pouvez regarder autour de vous, à l'intérieur de vous ou dans votre entourage ou quand vous êtes en lien avec, les publics avec lesquels vous travaillez. Vous allez voir s'il y a ces moments, ces situations qui ressortent. Donc là, il y a plein d'autres formes et il y a plein d'autres formes que les dessins qui sont là, hein, bien sûr, hein. On n'est pas dans quelque chose de dogmatique, mais en tout cas,
ben voilà, on a besoin de se ressentir un petit peu d'excitation quand on fait des choses. Donc ça peut être, voilà, on a du vélo, ça peut être le jeu, des défis qui peuvent arriver au cours de notre vie, dont on pourrait potentiellement être fier. Donc pride, ça veut dire fierté. Et souvent, on est fier d'avoir réalisé soit quelque chose pour soi, soit quelque chose pour les autres finalement. Ce qui peut du coup derrière amener une forme de gratitude. Si je fais quelque chose pour quelqu'un, bah, peut-être que cette personne va être une gratitude, exprimer la gratitude envers moi. Et ça, bah, c'est de la considération que l'autre va avoir pour moi. Hem, c'est aussi du coup de ressentir une forme de joie qui va être liée notamment à un certain apaisement, on va dire. Hem et qui va avoir tendance finalement aussi à on quand on se contente des choses, alors ça ne veut pas dire se contenter de tout, mais ne pas forcément toujours chercher à avoir plus de ci ou de ça, ça va faire qu'on va c'est une forme en tout cas de bonheur, heu, qui nous permet finalement de nous attacher, aux autres, d'aimer, d'avoir des amis et cetera. Et l'optimisme à la fin, il est intéressant parce que ça, c'est un bon indicateur de santé mentale, parce il est lié à une projection, dans le futur. Hem et donc voilà, si on a un peu tout ça, aussi fréquemment on est dans ces situations, bah, peut-être, voilà, on se sent un peu plus optimiste vis-à-vis de l'avenir et donc ça, c'est important pour pouvoir, créer, pour pouvoir, avancer avec les autres. Donc le message, c'est pas de se dire, «Il faut accéder à ça», mais c'est plutôt, c'est comme des petits indicateurs et pour commencer à avoir des situations concrètes dans lesquelles, qui se jouent dans des environnements, urbains notamment. Et j'aime beaucoup cette citation de Georges Canguilhem qui finalement dit: «Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi». Donc il y a vraiment quelque chose qui est lié au rapport aux autres et au rapport à ce que je fais et à ce qui est visible et ce qui a un impact qui, sans moi, n'existerait pas. Donc c'est pas l'idée d'avoir une forme, de bonheur vers laquelle aller, mais c'est plutôt de se dire, bah, finalement, comment les comment les villes, peuvent favoriser cette émergence spontanée parce qu'en fait, on ne peut pas programmer a priori, le bonheur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hem, donc là, maintenant qu'on a des points de référence, on va pouvoir regarder les villes un petit peu, différemment. Donc d'un côté, on a des besoins des moteurs qui dirigent, nos actions. On a parlé du coup de la relation avec soi, on a parlé de la relation avec les autres. On a commencé à parler de la relation avec la nature, que j'interconnecte avec le bâtiment et le rapport au temps. Donc finalement une ville «suffisamment bonne» entre guillemets, hem, ce serait une ville où justement, bah, on peut du coup satisfaire, nos besoins vitaux, pouvoir faire des choix, pouvoir mettre du sens sur des événements et rêver. Donc des éléments comme ça dans l'environnement urbain, participent, à nourrir notre imaginaire. Au niveau des autres, on a besoin de se sentir en sécurité physique et affective, d'être reconnu pour ce qu'on dit, ce qu'on écrit et cetera. De pouvoir jouer et apprendre à se relaxer et voir qu'on influence, les autres, qu'on se sent accueilli, notamment dans les espaces. Et puis au niveau des écosystèmes, naturels, c'est important qu'on puisse, rentrer en contact avec la nature. La nature, c'est pas que les végétaux, c'est aussi l'eau. Donc là, c'est le miroir d'eau à Bordeaux il fait une sorte de surf dessus, je ne sais pas comment le dire. Et puis la question du temps où, c'est vraiment important d'avoir suffisamment de temps psychique disponible pour soi et les autres. Mais aussi, dans le temps, il y a la question du rapport au cycle du vivant, qui nous aide du coup à percevoir des conséquences à long terme. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que dès que quelque chose ne fait pas partie de notre expérience, directe, en fait, elle est distante psychologiquement. Donc c'est comment du coup les environnements, urbains peuvent aussi nous permettre de percevoir ces cycles du vivant pour pouvoir nous aider à adapter, nos comportements et donc pouvoir, modifier, notre environnement. Oui. Il y a pour compléter cette présentation enfin, effectivement, ce qui est intéressant là, c'est qu'entre santé mentale et ville, finalement, on retrouve les mêmes éléments structurants. Enfin, c'est des notions qui sont génériques pour les deux. Il y a une notion qui est, à mon niveau,
qui est essentiel à cet endroit-là, c'est la question des échelles, en fait, au niveau urbain en tout cas. Et avec les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est les échelles de proxémie qui sont en jeu. Et les embrayages, en fait, des différentes échelles, de soi à l'autre, au vivant, et les échelles de temps aussi. Enfin, tout ce qui est en crise aujourd'hui, c'est aussi ces notions-là. Donc, c'est une notion absolument essentielle. Et aujourd'hui, il faut rétablir une sorte de résistance pour retrouver la petite échelle dans nos grands systèmes urbains qu'on a mis en place et qui nous dévorent un peu. Donc, du coup, on voit bien là que dans les lieux, à chaque fois, en fait, c'est un mélange en fait, de chaque axe. Et c'est bien ça qui fait qu'on est aussi pris dans une expérience complète et que c'est important, du coup, que ceux qui construisent les villes puissent avoir ça en tête. Donc, juste rapidement, d'avoir, peut-être qu'il y en a, ils savent déjà, mais c'est d'avoir un peu ces principes clés dans la tête. Donc, finalement, l'environnement donne forme à notre personnalité. On évolue au cours du temps, notamment, par exemple, le transport, si ça nous met plutôt dans des situations de compétition, parfois en tout cas, ça va avoir un impact sur nos comportements et nos états d'esprit, notre personnalité, mais aussi les types d'activités extrascolaires, par exemple, qui sont disponibles autour de soi. On oublie aussi que l'environnement, soit ça révèle notre personnalité, soit de toute manière, les autres, en fait, nous envoient des messages via l'environnement. Moi, quand je suis arrivée à Lyon, je suis arrivée en résidence de Crous, c'était tout gris. J'avais un tréteau, une grande table, un lit, une place et une chaise. Donc, je peux vous dire que j'ai bien senti que l'environnement m'envoyait des messages et je savais ce que j'avais à faire. Ensuite, on, on oublie que notre personnalité aussi influence nos comportements, nos pensées et notre bien-être. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans un simple stimulus-réponse, mais à chaque fois, bien sûr, nous, on recrée quelque chose derrière. Et donc, notre personnalité médiatise l'influence entre l'environnement, nos comportements, nos pensées et notre bien-être. Donc, par exemple, du coup, pour le premier, pardon, sur la personnalité qui influence, des personnes qui sont en recherche de sensations fortes, pour le dire vite, peut-être qu'en ville, elles se sentent un peu mieux que d'autres personnes. Et en même temps, sur la personnalité qui médiatise l'influence de l'environnement, même si on a bien vu dans un précédent webinaire que la nature avait un impact fort sur notre santé, si j'ai l'impression que je vois de la nature en ville, mais qui est un petit peu sauvage, peut-être que je vais le prendre comme un message où on ne prend pas soin de moi et de mon environnement. Donc, et ça, c'est important aussi parce que souvent, on va évaluer des démarches de projets, etc. On va regarder les qualités environnementales, par exemple, plein de choses, et on ne va pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils vivent réellement dans leur situation. Pardon, et j'ai pas dit, et finalement aussi, tout ça est lié à une, comment dire, c'est vraiment cette vision de la prospérité et de la fonctionnalité qui façonne les environnements, en tout cas aujourd'hui, et malgré le fait que si on modifie notre environnement, on peut se modifier nous-mêmes, il y a une forme d'inégalité en fait, de répartition du pouvoir dans ceux qui fabriquent la ville. Tac, tac, tac. Donc là, c'est juste pour réinsister sur l'influence de l'environnement sur nous, donc d'où l'importance de pouvoir participer à sa construction. Ça, c'est les environnements de transport, donc c'est vraiment le côté assez fonctionnel, ou même avec des profils différents de personnes. On voit la courbe du niveau émotionnel qui est quasiment la même. Ça a un impact sur nos comportements, nos états d'esprit, mais aussi notre pression artérielle directement. Donc, si l'environnement nous pousse constamment vers une optimisation individuelle de son parcours, à penser à soi ou à être moins disponible pour les autres, ou si, quoi qu'on fasse, par exemple, on se sent mis en échec par l'environnement, par un manque de lisibilité, d'accessibilité ou d'espace pour les rythmes de chacun, alors ça va occasionner un stress en fait, qui va être délétère en termes de santé psychologique, mais aussi physique, et qui est aussi une perte en fait, pour l'ensemble de la société, parce qu'en fait, plus on est soumis à un stress fréquent, plus on va faire des erreurs professionnelles, par exemple. Donc, quand on est médecin ou conducteur, ça peut être dommageable. Et donc, il y a besoin de reconsidérer justement les besoins et les réponses dans les projets et de bien partir des habitants, parce que même si on a des besoins qui sont généraux, la forme qu'ils prennent à chaque fois va être spécifique à un endroit donné, à des personnes données, à une culture donnée. Et voilà, je rappelle cette phrase de Winnicott, que rien n'est donné, on ne donne pas du sens, par exemple, mais tout est créé, tout se crée à l'intérieur de nous. En fait, on est le lieu et le produit de cette interaction perpétuelle entre nous et notre environnement.
Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête quand on construit des démarches. Simplement sur cette question, sur le graphique que tu as présenté qui était lié à de la mobilité, en fait, c'est intéressant, à t'entendre, je trouve qu'il y a vraiment on peut quasiment le généraliser aux autres dimensions des fonctions urbaines et autres. C'est-à-dire qu'il y a un des gros enjeux, un des stress aujourd'hui dans notre système urbain, par le décalage entre notre projection et la réalité de l'environnement dans lequel on vit, c'est qu'effectivement, tout est pensé en optimisation systémique et fonctionnelle et en flux. Et en fait, tout est flux, c'est sur le même modèle. C'est-à-dire que la production, le divertissement, on est toujours sur du flux d'informations, de marchandises, de production, de choses. Et tout le métabolisme est fait pour s'optimiser, ce qui est en soi naturel. C'est comme tout mécanisme. Mais c'est là où on voit la perte sèche en termes de capacité de réception et d'autodétermination. C'est que en étant en permanence dans du flux, on n'est jamais en feedback et en retour, et finalement, on devient le produit du système qu'on a mis en place et de la démesure qu'il a pris. Mais on va voir ça après. Effectivement, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à redonner requalifier dans des échelles de proxémie et d'interaction sociale et psychologique, requalifier nos modes d'existence et retrouver une capacité d'interaction et d'interdépendance avec nos milieux, et soit l'autre, le temps et le vivant, dans nos projets urbains. Donc, c'est effectivement, d'une certaine manière, aller de la ville fonctionnelle à des urbanités plus relationnelles. Donc, on a l'idée, dans le titre, c'est de partir lié à la ville, qui, d'une certaine manière, nous parle d'une rupture avec le vivant. L'idée, c'est de se dire qu'à un moment donné, la question de la ville-nature n'a plus vraiment de sens. Déjà, la notion de nature n'a plus de sens parce qu'il faut qu'on réintègre tout ça. Mais cette dualité effectivement doit plus avoir de sens. Alors aujourd'hui, de fait, elle n'a d'ailleurs pas tant de sens que ça, parce que tout est anthropocisé. J'allais dire, tout est soit périurbain, soit extra-urbain ou autre. Mais où est la ville sauvage, enfin, où est la nature vivante et sauvage naturante, on va dire, aujourd'hui, dans nos territoires, quasiment nulle part. Ou alors, on la retrouve en micro, tout est mixé, en fait, tout est mêlé. Donc, il faut retrouver des urbanités relationnelles, des interactions qui soient moins systémiques et fonctionnelles, c'est-à-dire spécialisées et dissociées, mais plus synthétiques, et qui nous ramènent finalement à l'art d'habiter dont on parlait au début. Donc voilà, il y a cette citation. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a passé un siècle d'urbanisme sur le fonctionnalisme, qui était absolument essentiel. On en fait la critique, et bien évidemment, et j'allais dire c'est naturel, mais ça a été quand même une grande révolution, c'est-à-dire l'idée du fonctionnalisme, c'était d'aller quand même vers la possibilité que la ville réponde à des besoins populaires, génériques. C'est un lieu de représentation du pouvoir politique, qu'il soit aristocratique ou bourgeois, mais comme tout objet design, soit trouve la forme et l'utilité maximum par rapport à nos besoins sociétaux. Donc j'allais dire, c'était une cause à l'époque, et l'idée de la machine à habiter était aussi l'idée de sortir et intégrer l'ensemble des populations, des plus pauvres aux plus riches, des moins capables, les moins agissantes aux plus puissantes, dans des ensembles qui nous réunissent et qui nous servent. Donc, l'idée du fonctionnalisme, elle était là. Simplement, on est rentré, le fonctionnalisme, il s'est instauré dans ce rapport critique, évidemment, à la nature et au vivant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et aussi dans des logiques de flux, de productivisme, sur une logique de masse qui a induit une méga industrialisation, une méga technocratie. Donc, des effets, en fait, finalement, on reste sur un vieux système du pouvoir très descendant et très programmatique. Donc, voilà, on a construit de la production, de la consommation, du divertissement, toute une machine à bonheur qu'on voyait bien dans les expositions universelles des années 50, ou la chanson de Boris Vian sur le frigo et l'aspirateur. Voilà, une certaine idée du bonheur, ça a été ça jusqu'à un certain
point. Ce qu'on n'a pas vu derrière, c'était effectivement les effets de concentration et de démesure qu'on a mis en place dans les flux, dans les mobilités, que ce soit des marchandises ou des personnes. Ces effets d'individualisation, d'isolement des personnes dans ce jeu de production, consommation, divertissement. Et puis surtout, on a poussé jusqu'au maximum un rapport à la nature absolument critique, qui est celui de l'extractivisme et de l'objectivation, que ce soit du vivant, que ce soit la faune, la flore, comme produit, comme matière première. Donc on en est là. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une forme de crise de notre modèle de développement. On cherche d'ailleurs depuis les années 70 d'autres, enfin depuis les années 30, j'allais dire, même la pensée de chez Corbu du rapport à la nature est déjà là, mais on recherche aujourd'hui à retrouver des formes d'interaction avec soit l'autre, le vivant, le temps, qui soit d'un autre ordre que cette grosse machine. Donc il y a beaucoup Et d'expériences qui font. Oui. Étienne, Maëva, juste je me permets, mais comme on arrive en théorie vers la fin, je sais que vous aviez quand même des exemples que vous Oui, vouliez c'est ça, partager, des ouais. leviers d'action un petit peu. Peut-être qu'on Ouais, peut vous laisser 5 minutes de plus, mais ouais. Ça marche. d'orienter un peu plus sur cette partie. Oui, donc là, du coup, c'est l'idée, passer d'une ville fonctionnelle à relationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever toute, fonctionnalité, mais en tout cas, il y a différentes, formes finalement que peuvent, prendre, cette ville. Donc la 1re, c'est la ville, de la rencontre, donc qui sont beaucoup liées à des, espaces, à des places, où on peut, marcher. Hein, ça a l'air anodin, mais souvent, marchabilité, de l'espace et interaction sociale, rencontre, sont corrélées. On peut voir, là, tout simplement, la place Satonnet. Là, c'est un vide-grenier, mais souvent à la sortie des écoles, les gens, se retrouvent ici avec les enfants. Là, on a la place Mayor, à Madrid où on voit bien que c'est pas comme à Bellecour à Lyon, où on met pas tous les tables dehors, pour pouvoir, se restaurer. Et puis, des projets qui ont été faits là plutôt en mode participatif à Paris, Les Grands Voisins, où, tout ça a été construit avec les habitants, avec du matériel de récup. Et on voit en fait, c'est pas juste la rencontre avec, l'injonction de la rencontre, mais c'est même en fait, on a différentes possibilités de le faire, et même parfois le fait que ça ne soit pas prescrit, la manière de se rencontrer favorise, la détente, et les comportements. Il y a aussi la ville, qui va être amie de toutes les générations, et diversité. Donc là, ça paraît pas forcément, mais en fait, ça, c'est une voie à Bogota qui est fermée, aux voitures, le dimanche. C'est les habitants qui ont demandé ça, pour pouvoir être plus tranquilles, pour pouvoir s'adonner là, en l'occurrence, à du vélo. Mais on voit bien que toutes les tranches d'âge, du coup, peuvent le faire. Et donc ça, c'est grâce aux habitants qui ont fait fermer, aux voitures. Hem, c'est aussi, du coup des espaces, qui vont, être utilisables un peu par tout le monde. Donc là, on a plutôt quelque chose d'un peu plus prescrit finalement, où on s'assoit en rond. On peut avoir aussi, là des différents types de choses dans l'espace qui vont inciter là en l'occurrence à une pratique sportive, mais on voit différents âges, ou souvent quand on regarde aujourd'hui, on va avoir des aires de jeu pour les plus petits et des terrains de foot, pour les plus grands, et rarement des choses qui mixent en fait, les 2. À droite, là, on a, c'est les rues à Montréal, en fait. Donc on voit, il y a de l'espace, il y a de la vie, il y a la possibilité de marcher, de rencontrer l'autre, et même si on a des difficultés à marcher, par exemple, ou autre, de pouvoir occuper l'espace. La ville de la surprise, donc ça, elle est importante parce qu'en fait, la plupart du temps, dans notre quotidien, on est dans des attentions qui sont dirigées. Et en fait, pour notre capacité de restauration psychologique, le fait d'avoir une attention qui est spontanée, qui arrive spontanément, et c'est un des bienfaits de la nature à ce propos-là, ça nous aide à développer notre capacité de restauration, psychique. Donc ça peut être des types de mobilier, qui sont un petit peu différents, avec une couleur différente, comme on voit à New York. Ce banc géant, sur l'île de Nantes, à Nantes, où c'est quelque chose d'artistique avec le dragon, aussi. Ça peut être aussi des petites choses qui ne sont pas forcément faites par des artistes très reconnus ou signés, mais voilà, dans les pentes de la Croix-Rousse, on voit plein
de petites marques comme ça. Ou encore, ça peut être la surprise, c'est aussi, il y a un petit spectacle qui se fait de manière improvisée, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de voitures à chaque fois qui sont présentes dans ces endroits-là. Mais c'est vraiment important parce que et pour le coup, c'est une différence entre la ville et la campagne sur le côté surprise où il y a peut-être un peu plus de surprises en ville, qu'à la campagne, donc il n'y a pas que du mauvais, non plus. La ville de la nuit et du week-end, donc ça a l'air de rien, mais c'est aussi tout un temps, en fait, qu'on a à disposition pour pouvoir, être en lien avec les autres, occuper l'espace, marcher. Pourquoi pas, essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de pauses digestives, par exemple, le soir, heu, à Lyon, par exemple, ou ailleurs. Donc là, pareil, on remarque aussi que c'est, des endroits où les usages sont assez peu prescrits, finalement, où du coup, on peut spontanément, les occuper. Là, on est plutôt sur des espaces publics, parce que c'est ce qu'il y a finalement un peu de commun aussi, entre nous et la ville du faire et du tiers solidaire. Donc ça, c'est comment on produit la ville ensemble, comment on est en lien ensemble, pas juste, être ensemble, mais faire ensemble. Ce qui, parce qu'on parle de capitaux, sociaux aussi, donc ça en fait, tout à fait partie. Et donc on a par exemple, à Saint-Fond, vers Lyon, l'association Espace Créateur de Solidarité qui mixe en fait à la fois, épicerie sociale et solidaire, les jardins, plein de bricolage et de récup. Et puis on a à Neudorf, dans l'est de la France, cette maison citoyenne qui s'est construite autour d'abord d'une maison qui était, vacante. Et donc il se dit: «À quoi ça peut servir pour les habitants? Quel type d'occupation finalement ils peuvent en faire?» Et il y a toute une maison citoyenne qui s'est créée. Voilà. Ensuite la ville, naturelle, donc ça peut être, donc des bergeries urbaines avec une transhumance, qui arrive. Avec des moutons dans la ville. Donc c'est assez rigolo de voir à chaque fois tout le monde sourit en fait. Ça a l'air anodin, mais c'est d'un coup tout le monde sourit, ça crée aussi un peu de la surprise. Là en dessous, on a le mouvement des ruelles vertes, à Montréal. On en reviendra un petit peu dessus. Et puis là, c'est une photo, alors elle est pas super, mais c'est moi qui l'ai prise, c'était à Montpellier où du coup ça me faisait plaisir de voir ces sortes de gerbes de végétaux, qui ressortaient, mais même si ça reste, encore, assez minéral. Pourquoi la ville naturelle, elle est importante? Comme je disais tout à l'heure, elle nous connecte au cycle du vivant et du coup, l'environnement nous envoie des messages sur son état, ce qui, quand on a que des choses un peu plus minérales et inertes, est plus compliqué et donc ça facilite éventuellement l'adaptation de nos comportements et de nos modes de vie. Et puis, une ville, qui arrive de plus en plus, c'est la ville, nourricière commensale, heu, qui nous permet du coup de nous restaurer, donc c'est à la fois de l'agriculture urbaine, mais c'est pas que ça, c'est aussi comment on peut manger dehors, par exemple, et vivre une expérience, dehors, qui soit, agréable. Je passe un peu vite, voilà. Et ensuite, je pense que là on arrive, au terme du temps, mais voilà, on avait, heu, si vous avez des questions sur les manières de faire, en fait, on voulait présenter aussi plutôt des démarches, projets et comment on change les postures, comment on change, les pratiques. Oui, Étienne? Oui, oui, simplement, enfin, pour ouvrir, on peut effectivement, pour avoir un échange sur les processus, les jeux d'acteurs et les dispositifs qu'on a aujourd'hui, d'urbanisme ou d'action sociale, pour accompagner ces transformations. Mais l'idée, c'était peut-être d'ouvrir et de boucler cette présentation avec cette notion de permaculture, qui est une notion aujourd'hui, qui effectivement est née de l'agriculture, on va dire, d'une manière de cultiver la terre, mais et dès le début d'ailleurs, aussi une démarche de projet. Voilà, cette notion de design permaculturel, elle traverse les pratiques du projet d'architecture ou de design depuis une vingtaine d'années. Et c'est un des vecteurs et c'est une des entrées les plus intéressantes pour sortir des processus cloisonnés ou silotés ou avec des jeux d'expertise descendante. Donc effectivement, l'idée, c'est de sortir de la notion de projet peut-être et aller vers l'idée qu'habiter, c'est effectivement renouer avec des interactions, des boucles d'économie circulaire en fait, ou de régénérative avec son territoire et la société dans laquelle on est. Et donc la démarche permaculturelle, elle nous permet effectivement, et elle transforme les pratiques de l'urbanisme, entre guillemets, voire même elle explose le terme si on veut, et de l'architecture pour reconsidérer ces artefacts
dans leur interaction avec le vivant, avec ces échanges d'énergie, de matière et de services, voilà, dans une logique d'économie régénérative. Donc, c'est tout l'enjeu. Et un des enjeux, c'est effectivement de faire en sorte qu'on reconsidère à partir de là, qu'on retravaille à partir, non pas d'un point de vue technocratique et systémique, mais dans des démarches contextuelles et habitantes, en fait. Et là, il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui dans nos métiers qui vont vers des démarches de projet non plus globalisantes et systémiques au départ. Après, on va chercher les habitants pour valider les choix qu'on ferait en tant qu'experts, mais dans des démarches de co-construction. Et cette notion de culture permanente, de fabrique permanente et collective de la ville, c'est aujourd'hui ça la clé c'est effectivement la clé des démarches, puisqu'on a vu quand même globalement que sur la santé psychique, un des enjeux majeurs, c'est le sentiment d'appartenance, mais aussi de capacité de transformation qu'on a de soi et de son territoire, enfin de son environnement au sens large, qui est en jeu. Et c'est ça qu'on a perdu dans une sorte d'optimisation fonctionnelle, hein, de service de nos villes ou métropoles contemporaines. Maëva ou Étienne, est-ce que l'un d'entre vous pourrait partager un exemple de projet qu'il a accompagné juste pour se donner un imaginaire de ce qui est possible et qu'après on peut recreuser sur d'autres exemples sur la deuxième partie de la matinée, mais au moins, voilà, un exemple, je ne sais pas si tu en as en tête, Maëva, tu m'en avais donné certains. Bah, nous, on travaille notamment, donc c'est un projet européen en Belgique où en fait il y a différents groupes de travail où il y a vraiment la question du lien à la nature et sur les relations. Et en fait, nous, on participe à clarifier les impacts de l'environnement urbain sur la qualité de vie des habitants et comment les parcs en l'état avaient un impact positif ou non. Et en fait, on travaille du coup avec un labo de recherche. Il y avait aussi une association qui s'appelle Natagora, qui en fait forme des personnes à la gestion diversifiée des espaces verts afin qu'elles puissent avoir un emploi. Et donc, ça, c'est une forme du coup qui existe. Mais nous, le message qu'on voulait transmettre, en fait, c'est qu'il faut vraiment, ça reste quand même quelque chose où on a un projet européen qui est pensé un peu d'en haut et ensuite on va voir les habitants et on va les aider. Donc ça, c'est déjà bien et ça développe quand même des capacités, les gens ont eu un emploi, etc. Il y a aussi toute une partie de communication qui a été faite avec les habitants. Mais ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est encore plus des démarches où finalement on part vraiment des habitants, ou même les habitants mettent comment dire, interpellent en fait les collectivités pour pouvoir faire répondre à leurs besoins en fait. Donc c'est vrai qu'on avait prévu éventuellement une petite vidéo des rues vertes à Montréal, mais vas-y. Tu peux remettre la slide juste avant. Enfin, moi, je peux témoigner d'un projet du coup que je développe plus comme citoyen dans le cadre d'une association de quartier dans le Vieux-Lyon, les Dragons de Saint-Georges, mais qui rejoint complètement les réflexions que je peux avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de développer de manière assez spontanée, en mettant en réseau toutes les initiatives ou les associations thématiques, souvent, qui peuvent s'exprimer dans le quartier. Parce qu'on a la chance d'avoir un espace qui est considéré par beaucoup comme un quartier. Donc déjà, c'est une première étape. C'est effectivement qu'il y a une sorte, de mettre en place une conscience commune de ce qu'on opère et de réactiver cette quartier dans des pratiques de solidarité, de créativité et de transformation sociale ou environnementale. Donc, c'est simplement un projet associatif. Au départ, on est sur de l'événementiel et du festif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en place des groupes qui permettent de travailler sur des jardins, sur des ateliers partagés, sur de la mutualisation d'outils. Donc, en fait, on crée recréer une sorte de cohésion sociale à travers des échanges de services qui, finalement, on le voit, commence à impliquer la transformation, la réappropriation de l'espace public. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur des panneaux d'affichage, on va travailler sur des espaces d'échange, de dons, partage et gestion des déchets ressources. Donc, il y a une sorte d'urbanisme tactique, social, qui est en train de se mettre en place
Moi, ce qui me paraît essentiel, et qui me paraît préalable à toute forme de participation citoyenne, c'est effectivement qu'on arrive, c'est comme ça qu'on recrée un sentiment d'appartenance et une capacité d'agir, une légitimité à être et à décider et à travailler avec les services et les élus à la transformation de son territoire. Ce qui nous sort des effets de concertation et de participation qui sont souvent liés à une démarche de projet, mais qui s'inscrivent dans la temporalité ou le mental des gens de manière complètement incongrue, dans un grand vide. Je ne parle même pas du Covid de 2 années de silence total d'un espace public qui est mort, mais de 20 ans de consommation, d'objectivation des personnes. Donc, je pense qu'il faut effectivement, pour recréer une sorte de permaculture, qui est de la germination, c'est comme les sols, hein, les citoyens, la société, il faut régénérer quand même une capacité d'agir et de transformation, de germer. Et je pense que c'est tout le fond du problème pour moi, tant en tant que citoyen qu'urbaniste ou architecte, c'est finalement qu'il y ait des espaces dans le temps d'une pérennité du sentiment citoyen, d'appartenance et de capacité d'agir. Donc des maisons de projet, des régies de projet, ça passe par les tiers-lieux, s'ils sont vraiment ancrés dans les territoires et dans les quartiers, ces plateformes d'initiative, la notion de régie de quartier qui est ancienne mais qui peut se renouveler, où effectivement tout ce qui se passe, et aujourd'hui c'est un vecteur assez fort, hein, les fermes urbaines ou les jardins partagés, que ce soit en ville ou ça prend des formes différentes dans les territoires ruraux ou urbains ou métropolitains. Mais voilà, des modes de… Et en fait, il y a de plus en plus de démarches qui sont de participation citoyenne, mais il y en a encore vraiment, en tout cas en France, pas beaucoup, qui veulent vraiment, enfin, comment dire, où il y a des élus qui n'ont pas peur, par exemple, d'aller vraiment se balader avec des habitants, parce que nous, c'est un peu ça qu'on propose, en fait. Pour changer les postures, il faut qu'on change la situation dans laquelle on se rencontre et qu'on crée de nouvelles représentations en commun. Donc, nous, on a plein de trucs pour faire ça. C'est juste qu'il y a certaines collectivités qui ne sont pas encore prêtes à aller là-dessus et qui n'ont pas forcément créé du coup suffisamment une culture commune à un moment donné avec les habitants en amont pour que ça émerge des habitants. Donc, Voilà. c'est vraiment un point clé, en tout cas en France, où de plus en plus il y en a, mais ça reste encore… Donc, donc, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que la Fabrique de la Ville, elle n'est pas juste du coup dans les projets d'urbanisme, mais aussi tout ce qui va être budget participatif, en fait. Notamment à Lyon, on a la chance du coup d'avoir une mouvance plutôt du côté de la participation citoyenne. Mais selon les endroits, en fait, il y a des craintes qui peuvent être assez fortes du coup de certaines personnes qui ont un peu peur du coup de ce que ça va donner. Voilà, je m'arrête, pardon. Au plaisir de vous revoir voilà, sur de prochains temps d'échange et encore merci à toutes et tous.